matin, hey! Ce matin, je suis à la fois heureux et déçu. Heureux parce que j'ai réussi à capturer une aurore boréale. Déçu parce que je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est un peu frustrant. Je vais te montrer les images dans quelques secondes. Ah non, je vais te les montrer tout de suite. Ouais, tout de suite après l'intro. C'est parti. Bah, donc je t'explique. Hier soir, ouais, très très bien les étoiles. Et je me disais, il y a peut-être des chances que je puisse voir un aurore boréale. J'avais le choix entre deux positions pour installer ma caméra. Il y avait celle-ci, où est-ce que j'avais un décor quand même assez sympathique, là, avec la montagne, quelques arbres et tout. Et finalement, je me suis dit, ouais, par contre, là, je pointe vers le sud-est. Donc, s'il y a une aurore boréale, je la verrai probablement pas. Les aurores boréales, c'est au pôle. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais filmer ma voiture. Ça pourrait être sympathique de filmer l'endroit où est-ce que je dors. Et on voyait quand même très bien les étoiles. De toute façon, de nuit, le décor n'est pas très... On le voit pas vraiment. C'est plus la silhouette des arbres qu'on voit et les étoiles dans le ciel. Donc, je l'ai installé comme ça. Et avant, ce que tu as vu, dans le fond, c'est un time-lapse. Donc, j'ai pris, je pense, 1000 quelques photos pour... C'était une photo aux 40 secondes. Et c'est des photos à très longue exposition. Donc, l'obturateur de la caméra reste ouvert 15 secondes pour capturer toute la lumière. Donc, quand j'ai fait mon test, j'ai vu cette fameuse bande de lumière là dans le fond. Et je me demandais qu'est-ce que c'était. Et j'ai regardé avec mes yeux et je voyais rien. Et ce qui arrive quand l'obturateur reste ouvert comme ça très longtemps, et en plus j'ai une lentille avec une grande ouverture, ça laisse entrer sur le capteur de la caméra plus de lumière que ce que mes yeux sont capables de percevoir. Donc, ma caméra percevait une lumière que je ne pouvais pas percevoir, parce qu'elle était trop faible. Mais j'ai regardé quelques fois dans la nuit. Je me suis réveillé quelques fois et j'ai regardé au travers la vitre de ma valise. Et je voyais rien. Je savais que s'il allait en avoir une, ce serait par là. J'en ai pas vu. J'ai peut-être juste toujours regardé au mauvais moment, parce que visiblement, il y a des moments qui sont beaucoup plus forts que d'autres, mais ça semble être là tout le temps. Il y en a probablement en ce moment, c'est juste qu'il fait trop clair pour qu'on les voit. Ouais, c'est un peu décevant. Mais là, je vais me reprendre. L'année prochaine. Sûrement. J'espère pouvoir en voir une. Mais il a l'air d'en avoir tout le temps. Faut juste pas qu'il y ait de nuages. Quand ils disent qu'il y a des moments plus forts pour en voir, j'ai l'impression que tu as plus de chances d'en voir dans le sud parce qu'ils sont plus forts dans le nord. Mais dans le nord, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal là tout le temps. J'ai l'impression, hein, je m'y connais pas tant que ça en aurore boréale. Je m'y connais pas du tout, en fait. Je sais juste que c'est vraiment beau. Bon, on prend la route vers Radisson.
encore une fois, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas que le monde soit aussi colon que ça. D'après moi, là, c'est que c'est vraiment des poubelles qui sont mal adaptées et qu'on a des amis comme lui et probablement d'autres en modèle beaucoup plus gros qui viennent se nourrir. Je pense que c'est vraiment juste des poubelles mal adaptées à l'environnement, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas prévu ça ou pourquoi ils ne changent pas, parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse dans un environnement aussi beau. L'autre chose étrange, sur ce chemin-là qu'ils ont fait pour se rendre ici et qui se rend jusqu'à un lac, ils ont coupé les arbustes, mais ils n'ont rien ramassé. Fait que toutes les branches sont sur la route. Bon, en pick-up, ça se fait peut-être bien, mais en voiture, c'est assez moyen. Ils ont une super belle autoroute, mais dès que t'en sors, waouh! Attention. On a des amis qui viennent se nourrir. Hey, Tchamé, c'est la vraie bouffe? C'est vraiment meilleur que toutes les merdes que tu peux trouver là-dedans. OK. On continue. Je sais pas si... Ça avait pas l'air des feux de forêt, les forêts que je voyais hier qui étaient toutes mortes. Mais ce qui explique ici, c'est que, dans le fond, un feu de forêt, c'est super bon pour la forêt. ça lui permet de bien repartir sur un sol fertile et ça diminue aussi les risques d'épidémie d'insectes. C'est peut-être ça qu'il y a eu là-bas. Mais dans le fond, au sud du 52e parallèle, ils combattent les feux de forêt. Mais au nord du 52e parallèle, comme par exemple ici, on est au 53e, ils laissent la nature faire son travail. Donc s'il y a un feu de forêt, ça brûle. Et ça brûle jusqu'à temps que la pluie l'éteigne ou quelque chose comme ça. Ou que ça l'aille fini de brûler. Bref, il laisse se brûler à condition que ça soit pas... ça mette pas en danger les installations, les barrages électriques et la population.
J'approche de Radisson et ça se voit. J'ai jamais vu autant d'installations électriques au même endroit. Il y a des pylônes qui s'en vont dans tous les sens. Je suis arrivé à Radisson. Wouh! Il se passe pas grand-chose. Il y a de l'action à Radisson. Je suis stationné dans le stationnement de l'épicerie fermée et il y a des hélicoptères qui pas de se promener et qui viennent atterrir comme ça. Là. Je sais pas ce qu'ils viennent faire ici. Donc, Radisson, c'est ça. C'est un tout petit centre-ville. Ça, c'est l'épicerie et la station-service. Et elle est fermée le lundi. Il y a une autre station-service juste en arrière qui, elle, est ouverte 7 jours, mais pas 24 heures. En gros, là, c'est un petit village qui majoritairement sert au personnel de Hydro-Québec. Je dirais que le quart des véhicules que je vois circuler sont plaqués Hydro-Québec. Les autobus qu'on voit passer, c'est des autobus d'Hydro-Québec. C'est pas mal une ville de travailleurs d'Hydro-Québec, à mon impression. Je pense que, en tout cas, Hydro-Québec, ça doit être l'employeur numéro 1 de la ville. Vraiment. Sinon, si on regarde à côté, il y a une auberge, il y a quelques maisons. Probablement des gens qui travaillent pour Hydro-Québec. Ben oui, ça ressemble à ça. C'est un petit village. Ben, ma visite est dans presque 3 heures. Là, je viens d'avoir Eric avec qui j'ai parlé. Je viens de confirmer qu'on va bien se rencontrer là-bas. Là-bas. Et tu vois, là, je suis rendu avec une belle carte de la route que je viens de parcourir et de la route que je vais parcourir. Bel outil. Bel outil, surtout que j'ai mal téléchargé mes cartes sur Google Maps. Alors, il me manque quelques petits trucs. Et, ah bah oui, parce qu'il n'y a pas... mon fournisseur de cellulaire ne me donne pas d'Internet ici. J'ai du réseau cellulaire, je peux appeler, texter, mais j'ai pas accès à Internet. Donc, on va commencer par aller voir. Ce qu'on va visiter tantôt, c'est la centrale LG2 qui s'est maintenant rebaptisée Robert Bourassa. Et je vais commencer à aller voir un peu de l'extérieur. Et tantôt, on va aller voir à l'intérieur. Possiblement que je ne pourrais pas te montrer les images à l'intérieur, par contre. Alors, la visite vient de se terminer et c'était vraiment génial. La partie la plus cool, c'est celle que j'ai pas pu filmer. Bien sûr, c'est la partie qui est à l'intérieur de la centrale. Derrière moi, c'est l'entrée de la centrale souterraine. C'est là que l'électricité est produite. Et c'est la section la plus fun de la visite. Et
c'est là qu'on n'a pas le droit de filmer. Au-dessus, c'est les pylônes où est-ce que l'électricité qui est produite est redistribuée partout au Québec. Et maintenant, ça va même s'en aller aux États-Unis parce qu'on en vend là maintenant. Et c'est des lignes à 735 000 volts. Aïe aïe! La centrale LG2, ou maintenant rebaptisée la centrale Henri Bourassa, c'est la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde. Quand on rentre là-dedans, c'est quand tu as vu la grande porte, une fois que tu as franchi la grande porte, tu es dans une espèce de tunnel, là, tu vois tout le roc, ça a été foré. Et ça descend à un angle de 8 degrés sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce que tu arrives à une autre grande porte qui, là, de l'autre côté, tu as la centrale. La centrale, c'est un énorme corridor. Il fait, si je me souviens bien, 483 mètres de long. À l'intérieur, il y a 16 turbines. Quand tu es sur le plancher principal, là, c'est juste immense. Le plafond il est haut, les murs sont larges et c'est incroyablement profond. C'est vraiment très impressionnant. Il y a un certain bruit, mais tu vois pas grand-chose. Les turbines sont en dessous. Et quand tu fais la visite, tu as la chance d'aller voir une turbine de l'intérieur en fonction et c'est vraiment impressionnant. En gros, de la façon que ça fonctionne, c'est que derrière moi, il y a un bassin. Et là, je vais te montrer des images aériennes si j'ai le droit de les publier. Mais derrière moi, il y a un énorme bassin qui a été créé. Et la raison pour laquelle c'est souterrain, c'est que comme il n'y a pas de chute ou quoi que ce soit par ici, dans le fond, il y a une espèce de gros conduit d'eau qui part du bassin et qui se rend sous terre. Ça fait une chute de 137 mètres et ça se rend dans les turbines qui tournent et qui produisent de l'électricité, bien sûr. À l'intérieur, il y a 16 turbines et chaque turbine peut alimenter l'équivalent d'à peu près une ville de 90 000 habitants, incluant les industries de la ville. Et il y a 16 turbines dans la centrale. Ils ne sont pas toutes allumées. Ils allument au besoin selon les heures de pointe et tout. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Tu rentres là-dedans, c'est quand même un espace clos. Tu peux t'approcher assez proche et tu sens toute la puissance. Ça pèse, je me souviens pas, ça pèse des dizaines et des dizaines de tonnes et ça tourne à une vitesse incroyable et tu ressens la puissance, c'est vraiment hallucinant. Ce qu'ils ont fait là derrière, c'est que si jamais ils n'ont pas besoin de consommer assez d'eau et qui ont éventuellement, s'il y a des crues et qui ont besoin de faire évacuer de l'eau sans faire tourner de turbines, eh bien, ils peuvent ouvrir les portes qui sont là pour faire évacuer de l'eau pour pas que le bassin déborde. La dernière fois qu'ils ont été ouverts, c'était dans les années 1980, quelque chose comme ça. Et ils ouvrent une fois de temps en temps pour tester si la porte elle fonctionne toujours. Et les portes sont même chauffées. Et la raison pour laquelle ils ont fait les escaliers, c'est que quand ils ouvrent les portes, ça coule tellement vite que s'ils n'avaient pas fait les escaliers sont là pour réduire la vitesse que l'eau à laquelle descend. Parce que s'il n'avait pas fait ça, eh bien, la colline sur laquelle je suis n'existerait plus quand il ouvrirait les portes. Il y a une rivière en bas, c'est là que l'eau va finir sa course. Tous les arbres que tu vois en arrière, ça a été reboisé parce que finalement, quand ils ont tout dynamité ça et tout, il y avait pas d'arbres ou plus d'arbres. Et ça fait quelque chose de vraiment magnifique. Si tu vois sur la photo ici, il n'y avait pas d'arbres. Une chose que je me demande tout le temps quand on parle de barrage, c'est comment est-ce qu'ils font pour le construire pendant que l'eau est là. Ah ben, la réponse, c'est qu'ils ont foré des trous que tu as pu voir juste en bas, là, pour évacuer l'eau pendant la construction. Alors, en ce moment, les trous sont bouchés à jamais. Ils ont mis des portes d'acier devant les deux trous pour le boucher. Et une fois que l'eau était bouchée, parce que ces portes-là vont finir par se dégrader, ils ont été mettre 10 mètres de béton pour être certain que ça ne repasse plus
Jamais. Parce que si l'eau elle ressortait de là, ben, ce serait du gaspillage. Et ce que tu vois derrière moi, eh bien, c'est le fameux barrage. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment, vraiment énorme. C'est haut de l'équivalent d'un édifice de 53 étages. Et il a été construit entièrement avec des matériaux locaux, dont en grande partie avec tout le dynamitage qui a été fait dans les escaliers qu'on a vu un peu plus tôt. Ils ont été recherchés tout le roc qu'il y avait là-dedans pour construire le fameux barrage. Et enfin, ici, on a une belle vue de haut de ce fameux escalier. Je ne sais pas si ça peut te donner une idée d'à quel point c'est grand. Mais quand tu le regardes ici, c'est absolument, mais absolument énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Et ça ici, c'est les fameuses portes qui servent jamais, mais qui pourraient être nécessaires. Et regarde ça comment c'est. On est haut, c'est incroyable. Tu vois, les fils électriques qui sont là, c'est pour chauffer les portes pour pas qu'ils gèlent. C'est vraiment haut. Et là, tu vois le fameux réservoir. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est 7 ou 8. Moi, je me rends jusqu'à Cagnapisco. C'est là que je veux me rendre. On va voir, je vais m'y rendre, je le souhaite dans les prochains jours. Ici, c'est le... je suis plus certain si c'est 7 ou 6, mais à partir de... Dans le fond, à Cagnapisco, ce qu'il y a, c'est le fameux réservoir principal d'où est-ce que tout part. Et sur le chemin, il y a 7 ou 8 centrales hydroélectriques. Donc, chaque goutte d'eau, à partir du réservoir de Cagnapisco, sert à faire de l'électricité 7 ou 8 fois. C'est quand même fou. C'est la très grande majorité de l'électricité qu'on utilise au Québec qui est faite sur ce segment-là. Il y a d'autres barrages au Québec, mais c'est majoritairement ces centrales-là qui produisent l'électricité qu'on utilise au Québec. On va en voir d'autres en cours de route. Et c'est magnifique ici avec le coucher de soleil. Là, je me dirige vers un point de vue qui est pas trop loin. Et Eric, salut Eric en passant, si tu regardes la vidéo. Eric qui était mon guide pour explorer cette magnifique région. Me dit qu'à partir de 21h, on devrait déjà pouvoir voir des aurores boréales ici. Et là, un super beau ciel absent de nuages, alors ça devrait bien aller. Non, on rentre. Voilà. Donc, on va aller manger un peu avant que le soleil se couche et on va observer les aurores boréales.
C'est après ici que je vais passer la soirée. J'ai installé ma caméra au sommet juste là pour faire un time-lapse. Le soleil qui est en train de se coucher. En fait, le soleil est couché. Et, et je l'ai pointé dans la direction où est-ce qu'on devrait avoir des aurores boréales. Est-ce que j'ai hâte de voir ça? Le ciel est super clair. C'est à peu près sûr qu'il va en avoir. Là, je me prépare à souper pendant que je suis encore capable de voir de quoi. Donc, ce soir, ça va être le Chili Fiesta de Happy Hack. Donc, ils disent entre 4 et 500 ml d'eau. On va y aller pour 400. Et on allume le feu. J'adore ce jet boil. C'est assez merveilleux. Ça chauffe de l'eau à une vitesse incroyable. Ça avec des tortillas. Tout ce qu'il va avoir à faire, c'est de mettre l'eau là-dedans et attendre 10 minutes. Et tu sais quand c'est prêt, quand ça devient rouge. Et voilà. Et c'est vraiment des grosses quantités. Le sac est plein. Je vais le brasser tout de suite. J'en ai fait un l'autre fois, je crois qu'il manquait de goût. C'est probablement parce que je l'avais pas brassé. Parce qu'il goûtait plus dans le fond. Tu vois qu'il y a du riz, il y a des haricots rouges, du blé d'Inde, un genre de tofu, de protéines végétales. On va aller m'installer un peu plus loin pour manger ça. Et j'oubliais de dire, oui c'est plate, j'ai pas pu filmer à l'intérieur. La raison pour laquelle on peut pas filmer à l'intérieur, c'est que ça alimente une très grande partie du Québec et c'est simplement des raisons de sécurité. Il y a peut-être aussi des... c'est la raison qui m'a été donnée, là, mais il y a peut-être aussi des secrets d'ingénierie, quoique il ne ferait pas faire des visites, j'imagine, si c'était ça. Donc, ouais, c'est par mesure de sécurité. Et à Radisson, il y aurait encore à peu près 180 habitants. En gros, il y a plus de monde qui viennent travailler ici que de gens qui vivent ici. D'où pourquoi il y a une si petite épicerie et que l'épicerie est même fermée le lundi. Les travailleurs qui viennent ici viennent faire du 7 jours, donc ils viennent travailler 7 jours et ils ont 7 jours de congé par la suite. Et ils viennent travailler en avion, donc ou le 7 jours. Les travailleurs de l'Abitibi sont priorisés pour venir travailler ici. Ça devrait être prête bientôt. Je regrette à chaque fois de ne pas le diviser en deux. C'est énorme. Énorme. Je sais pas si ça fait 10 minutes, mais on va dire que oui. Oh, la texture est très intéressante. C'est chaud, c'est chaud. Je pense que ça fait pas 10 minutes. Mais c'est bon pareil. Ah oui, ça c'est bon. Je sens que mes haricots, ils n'ont pas... les haricots, ils n'ont pas totalement tout pris l'eau encore. Mais le goût est très bon. Ah oui, l'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que la visite de la centrale d'Hydro-Québec, c'est vraiment quelque chose de génial. C'est super impressionnant.
n'y a pas grand-chose à Radisson. C'est loin, Radisson. Mais pour vrai, juste pour ça, là, ça vaut la peine de faire la route pour venir à Radisson. Observer le paysage sur la route jusqu'à Radisson et arrêter ici. Visiter la centrale. C'est un super beau voyage. Vraiment. Jusqu'à date, là, c'est un super beau road trip que je fais. Très content. Ben, la centrale d'Hydro-Québec, c'est vraiment impressionnant. Oh, c'est vraiment bon. Ben, non seulement parce que tu es capable de voir l'immense pièce qui est dans le fond à 137 mètres en dessous du sol, et que tu peux descendre encore et aller voir les fameuses turbines qui se feront propulser à une vitesse de fou par la chute de l'eau. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je te le recommande. Ben, il est rendu 21h. Toujours pas d'aurore boréale. J'espère que je vais en voir. Je suis un peu déçu. J'ai pris... je vais refermer ma lumière. J'ai pris cet endroit-là parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et comme tu peux voir là-bas, il y a de la pollution lumineuse. Ça, c'est ma caméra. Et ça, c'est une mini pollution lumineuse. Mais ça c'est vraiment intense. Mais ça devrait quand même pas m'empêcher d'en voir. On va continuer à attendre comme ça quelques heures et espérer voir des aurores boréales. Je l'espère. Vraiment. Ah! Non, mais là, je suis content. C'était pas la plus grosse aurore boréale. C'était pas la plus folle. C'était pas de longue durée. Mais j'en ai vu une. Et j'ai capoté. Je voulais la filmer en vidéo. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. Je me disais, elle commence et elle s'intensifie. Et quand je regardais les images que j'ai eues hier, ça s'intensifiait dans la nuit. Et c'est ça. Et non, là, ça a duré que quelques minutes. Mais, wow! C'est un phénomène vraiment, vraiment impressionnant. Sur le coup, je pensais que c'était des nuages. Mais les nuages, ils restaient là longtemps. En fait, peut-être qu'il y avait des nuages aussi, je sais pas. Mais quand ça a commencé, là, vraiment, c'est comme une ligne qui se dessine dans le ciel, puis elle se met à danser. Tu vois vraiment, là, elle bouge de tout partout. Là. C'est super beau en photo, là, mais en mouvement, c'est vraiment spécial. C'est magique. Faut le vivre. Viens visiter le Nord. C'est tellement beau, le Nord. C'est merveilleux, le Nord. C'est beau. C'est beau. Ça m'attirait, le Nord. Mais je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. C'est vraiment merveilleux. Ça me donne le goût de visiter toutes les régions du Nord. J'avais le goût de visiter le Groenland, les territoires canadiens. Ça me donne juste le goût encore plus de visiter. C'est tellement beau. Wow. Bon, hey, j'espère que tu as aimé ta journée avec moi. Ça a duré que quelques minutes pour toi, mais pour moi, ça a duré toute une journée. Là, il est minuit. Il est minuit, puis ça a transféré ça encore. Je suis fatigué. Alors, donne-moi un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Oublie pas de t'abonner pour pas manquer la suite. Et tu peux me voir aussi plus souvent sur le studio de Pascal. Gêne-toi pas de me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut!